Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h31, Sud Radio, débat, c'est le moment du débat. Une demi-heure jusqu'à 10h pour parler de quoi ? Eh bien, pour parler de la situation économique et de la situation des plus riches. La situation économique de la France, eh bien, une croissance à la baisse, prévision de croissance à la baisse pour 2024, donc une économie qui s'essouffle. Le gouvernement veut réduire la dépense publique, faire des économies, cherche de l'argent. On attend de savoir où le gouvernement trouvera cet argent. En attendant, choc, puisque vendredi, record à la bourse, le CAC 40 a plus de 8000 points, ça veut dire plus de 150 milliards d'euros de bénéfices, des dividendes de l'ordre de 67 milliards d'euros. Les très riches s'enrichissent et les plus modestes ont des difficultés pour boucler les fins de mois. Bon, c'est la réalité, c'est un choc. Alors faut-il taxer les plus riches ? Faut-il, je ne sais pas moi, créer une taxe sur les dividendes, sur les rachats d'actions ? Je rappelle que la taxe sur les rachats d'actions était une promesse d'Emmanuel Macron, qui pour l'instant n'a pas été tenue. Faut-il, oui ou non ? Est-ce que taxer les plus riches serait mauvais pour l'économie française ou pas ? Est-ce indispensable ? J'oublie la morale. Hein. Est-ce indispensable sur le terrain économique ? Eh bien, nous en parlons avec deux invités. Benjamin Brice, diplômé de l'ESSEC, docteur en sciences politiques. Bonjour, Benjamin Brice. Bonjour. Vous publiez L'impasse de la compétitivité aux éditions Les Liens qui libèrent. L'impasse de la compétitivité. Déjà, le titre veut dire beaucoup de choses. Avec nous, Nicolas Lecossin, directeur de l'Institut de recherche économique et fiscale. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, j'ai lu ce qui avait été proposé à Sao Paulo, les ministres des Finances du G20, qui étaient réunis récemment, qui ont proposé un impôt mondial sur les milliardaires. Enfin, du moins, c'est ce que dit le ministre Bruno Le Maire. D'autres, c'est une proposition du Brésil, je crois. Le ministre Bruno Le Maire est d'accord. Faut-il un impôt mondial sur les milliardaires ? La réponse paraît plus ou moins évidente, oui, parce que on s'aperçoit, comme vous l'avez rappelé au début, que nous sommes dans une situation de plus en plus compliquée. Oui. D'un point de vue économique, mais également d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue écologique et autres. Nous avons devant nous de grands investissements à faire, nous allons avoir besoin d'argent. Et dans une période où la croissance est faible, où la pauvreté a tendance à augmenter dans les pays développés et même en France, il est clair qu'il y a un moment où il va falloir se demander comment trouver cet argent. Et il y a une manière de le faire, et d'ailleurs ce n'est pas la seule, il y a beaucoup de choses qu'il va falloir changer, mais il est clair que quand on voit le développement de l'évitement fiscal, la régressivité de l'imposition globale à partir pour les plus riches, il va falloir revoir la manière dont on taxe les milliardaires. Bien, alors, il y a des propositions qui sont faites. Je recevais tout à l'heure Sacha Houlié, qui est le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, qui est député Renaissance, et qui lui est favorable à une taxation des dividendes et des rachats d'actions. Nicolas Lecossin, vous êtes défavorable à cela. Pourquoi ? Oui, plutôt. Écoutez, Pourquoi ? si le fait de taxer les riches marchait, on le saurait. Ça fait longtemps que en France on fait la même chose. Il y a eu l'ISF en France, ça nous a pourtant pas sorti de la crise, ou ça n'a pas créé plus d'emplois ou autre. Donc des exemples ne manquent pas. Le fait de taxer des riches, ça ne va pas nous enrichir, nous, ça ne va pas enrichir personne. Ça rapporte combien ? Si on taxait les... Alors, d'après les chiffres que j'ai vus, Lula, Le Maire, c'est 250 milliards. 250 milliards au niveau mondial, et à peu près 45 milliards, je crois, que pour l'Europe. Hein. Bah, c'est pas mal quand même, non ? Ben, l'État français va le dilapider en 1 an et 3 mois. Si on prend le déficit de l'État français, il va dilapider ces sommes en quelques mois. Mais pourquoi on donnerait cet argent à l'État français qui est incapable de gérer les comptes ?
On peut se poser la question ainsi aussi. Non seulement ne pas taxer les riches. Et qui sont ces riches ? Qui sont les riches aujourd'hui ? Benjamin Brice. Alors, il y a quand même d'abord une question d'équité fiscale. C'est-à-dire qu'il y a eu un rapport de l'Institut des politiques publiques l'été dernier qui montrait que le système global français est régressif à partir des 0,1% du haut. C'est-à-dire en gros 40 000 ménages. Ces 40 000 ménages payent en proportion de leurs revenus, si on prend les revenus élargis avec les profits non redistribués, etc., en proportion de leurs revenus, payent moins que ceux qui gagnent moins qu'eux. C'est-à-dire que la progressivité augmente jusqu'à ce 0,1% et ensuite régresse. Donc là, il y a un enjeu d'équité. C'est-à-dire, si on prend vraiment les plus riches, les milliardaires, eh bien, leur taux d'imposition est autour de 26%, alors que théoriquement, si on suivait... Il devrait être à plus de 40% ou 50%. Bien sûr, même 50 ou 60%. Ou 60%, parce que on rappelle que le taux marginal supérieur de l'impôt sur le revenu, c'est 49%. Si on rajoute la CSG, on est presque à 60%. On est presque à 60%. Donc là, il y a quand même un enjeu d'équité, déjà. Pourquoi ceux qui gagnent le plus payent moins proportionnellement que les autres Nicolas Le hasard fait que nous avons... C'est vrai ou faux ? Non, c'est faux. Nous avons sorti une étude sur l'étude de l'Institut des politiques publiques qui a été rédigée par notre président, le fiscaliste Jean-Philippe Delsol. C'est complètement faux, les calculs. Ils sont faux. Ce n'est pas vrai. On a refait tous les calculs. En fait, on paye, les riches payent beaucoup d'impôts, beaucoup plus que les autres. Il n'y a pas de doute là-dessus. Non mais attendez, que les riches payent plus d'impôts en valeur absolue, sans doute. Là, on parle en proportion. L'IPP, l'Institut des politiques publiques, je rappelle juste que c'est un institut rattaché à la Paris School of Economics. Je veux dire, c'est ce qui se fait mieux au niveau français. On a envoyé l'étude à l'IPP, ils nous ont pas répondu, donc ils ont reconnu la faute qu'ils ont publiée. Je serais très étonné. Mais c'est sur notre site, il n'y a pas de doute là-dessus. On ne va pas entrer dans les détails fiscaux. N'entrons pas dans les détails, mais on parle quand même d'économistes reconnus internationalement qui font ce genre d'études. Ensuite, on peut discuter sur la méthode, etc. Mais je veux dire, c'est quelque chose qui n'est pas du tout à charge. Ils ont pris les choses, que vous le contestiez très bien, mais dans ce cas-là, il faudrait qu'il y ait un débat entre économistes pour voir les choses. M. Piketty est reconnu mondialement, il a écrit des conneries, je suis désolé, donc tout le monde le dit maintenant, il y a des études qui sortent, y compris l'INSEE a contredit les études de M. Piketty. Non mais donc là on ne parle pas des études de M. Piketty, on parle de l'Institut des politiques publiques. Non mais il a écrit sur les riches et sur les inégalités, donc tout le monde en a parlé. Oui, mais là vous jetez le discrédit un peu facilement, il reste que cette étude est encore valable, et je veux dire, qu'il y ait un débat entre économistes, c'est très bien, mais il reste que les plus riches en France, et on parle des tout petites proportions de plus riches, payent en proportion moins que ceux qui sont avant, c'est-à-dire que l'impôt devient régressif à partir du 0,1%. Celui qui gagne 300 000 euros par an, par exemple, paye beaucoup plus d'impôts que celui qui gagne 10 millions. Le 0,1%, donc c'est des moyennes, mais le 0,1%, c'est à partir à peu près de 400 000 euros de moyenne de revenus fiscaux par an. De revenus fiscaux par an. Et ceux qui gagnent des millions... C'est-à-dire celui qui gagne 350 000, par exemple, il paie beaucoup plus d'impôts que celui qui en gagne 10. En proportion, 10 millions. En valeur absolue, celui qui est... Voilà, bien sûr. Mais en proportion, l'impôt devient régressif à partir d'un certain moment. C'est faux, on ne va pas entrer dans l'explication fiscale. Nous, on l'a expliqué. Parce que, en fait, les plus riches, c'est quoi ? Ils ne sont pas des salaires. Ils ne touchent pas des salaires. Vous vous rappelez le... C'est pas une raison. Non, c'est pas une raison. Mais on paye sur les actions. Non, mais on paye ils payent sur les actions. Malheureusement, ce n'est pas mon cas. Et ils payent sur les actions qu'ils investissent dans les entreprises. Ils payent des dividendes. Effectivement, ils payent beaucoup. Il y a eu un exemple dans le passé. Vous vous rappelez, la secrétaire Warren Buffett avait dit que sa secrétaire payait plus d'impôts que lui. Oui. C'était vrai dans le sens où la secrétaire de Warren Buffett avait une fiche de paye sur laquelle elle payait des impôts qui étaient très clairs. Mais Warren Buffett paye beaucoup plus d'impôts sur ses dividendes, sur ses investissements. C'était en proportion, ce n'était pas le cas. Et justement, c'est ça qui était choquant. C'est-à-dire il y avait des milliards que Buffett distribuait à gauche et à droite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que au début des années 1980, l'imposition sur les revenus et l'imposition sur les sociétés étaient à des niveaux relativement proches,
autour de 50-60%. Ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, les taux d'imposition maximum de l'impôt sur le revenu n'ont pas vraiment baissé, vu que le maximum est autour de 50-60% avec la CSG, alors que le taux d'imposition sur les sociétés a, lui, beaucoup baissé à cause de la concurrence fiscale internationale pour arriver autour de 25%, et encore, c'est le taux nominal et pas forcément le taux effectif. Cette différence fait que pour les très très riches, dont la plupart des revenus se fait sous forme de profit des sociétés qu'ils contrôlent plus ou moins, plutôt que revenus du travail, eh bien la différence d'imposition est majeure. Oui, la rémunération du travail... énormément taxée. Est énormément taxée, plus que la rémunération du capital. Elle est taxée, il y a beaucoup de prélèvements, oui, ça c'est vrai, tout à fait. On peut arriver à 65% de l'impôt sur l'impôt sur le revenu. Il est vrai que l'IS a baissé, il est au-dessus de la moyenne. L'IS ne fait que baisser depuis 40 ans. L'IS a baissé, il était à 35%, là on est à 25%. L'impôt sur les sociétés, pardon. Oui, mais ça, les rentrées fiscales augmentent. Oui. Il y a plus d'argent qui rentre. En Irlande, il y a plus d'argent qui rentre pour l'État irlandais qu'en France. Alors qu'ils sont l'IS est à 12,5%. Bon, je vais revenir sur la rémunération du travail et la rémunération du capital dans 2 minutes. Il est 9h42, vous êtes sur Sud Radio, à tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, le cœur du problème, nous parlons des plus riches, d'une éventuelle taxe sur les profits des plus riches, taxe sur, je sais pas moi, les dividendes, sur les rachats d'actions, sur les bons, enfin bon. Mais Benjamin Brice est avec nous, diplômé de l'ESSEC, docteur en sciences politiques, l'impasse de la compétitivité, livre de Benjamin Brice, Les liens qui libèrent, l'édition, et puis Nicolas Lecossin, qui est directeur de l'Institut de recherche économique et fiscale. Je parlais de la rémunération du travail, de la rémunération du capital et de la fiscalité sur le fruit du travail et la fiscalité sur le fruit du capital. Là, il y a une inégalité tout de même, non, Nicolas Lecossin? Vous avez quand même un pays qui est la France. Oui. Où, lorsque vous êtes embauché, vous avez une fiche de paye. Voilà. Donc on sait ce que vous gagnez. On sait ce que vous gagnez. Enfin, vous savez. Et on sait ce que vous allez payer comme impôt. On le sait maintenant. Vous avez 2 000 euros. On a un taux d'impôt chacun. Vous êtes payé 2 000 euros. Voilà. Mais en fait, l'employeur paye 4 000 euros. Oui, donc, voilà, le double. Oui. Donc ce sont des taxes, des prélèvements, des charges sociales. Mais le salarié sait combien il paie d'impôts. Oui, mais, enfin, il sait s'il regarde sur sa fiche de paye, parce qu'il n'y a pas que les impôts sur les revenus. Il va sur Internet, il sait. Attention, 53%. Impôts sur les revenus, je parle. 53% des Français ne payent pas l'IR. Je sais. Sur les revenus. Non, mais je sais. Mais je parle de ceux qui paient l'impôt sur les revenus. Tout à fait, oui, bon, mais avec les revenus du capital, on ne sait pas. Avec les revenus du capital, on sait, mais si vous avez beaucoup de revenus du capital, oui. Je ne suis pas fiscaliste, mais tous les gens qui ont beaucoup de revenus qui viennent du capital ont des conseillers fiscaux, c'est normal. Oui, ils sont taxés parce qu'ils ont les moyens de s'offrir. Ils ont les moyens de s'offrir des conseillers fiscaux. Mais ça, c'est la fiscalité qui leur impose ça. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que proportionnellement, ils paient autant d'impôts? Je dis proportionnellement, sur le capital que sur le travail. Parce que ces milliardaires, ils ont aussi des revenus du travail, à juste raison. Mais ils ont beaucoup de revenus du capital. Tout à fait, la plupart. L'essentiel, ce sont des revenus du capital, et c'est ça qui crée la grande différence avec la majorité de la population dont les revenus reposent très majoritairement sur les revenus du travail. Voilà. Et l'évolution de la fiscalité dans les dernières décennies, beaucoup plus favorable à la fiscalité du capital et notamment aux transmissions, ou disons à fiscalité du capital sous toutes ses formes, crée une distorsion en défaveur du gros de la population qui paye l'impôt sur le revenu. Et c'est là où il y a quand même une certaine injustice que le 0,1% du haut en termes de revenus, eh bien, payent moins d'impôts proportionnellement que ceux qui viennent avant 10% des plus riches payent 72% de l'IR en France. De l'impôt sur le revenu, oui, l'impôt sur le revenu, oui, c'est Bercy qui dit ça. Mais je ne parle pas de l'impôt sur le revenu, c'est le travail, l'impôt sur le revenu. Mais écoutez... Je parle de l'impôt sur le capital, ce qui n'est pas pareil. D'ailleurs, s'il y a taxe, ce sera sur le capital. Ce ne sera pas sur le travail. On est bien d'accord, il ne s'agit pas d'augmenter les impôts des Français qui travaillent. Le capital, ce sont des investissements. Ils investissent.
Oui. Les actions, c'est l'investissement. Oui. Non, mais l'investissement, c'est-à-dire quand ce sont des profits non distribués dans des holdings, dans des pays avec de l'évitement fiscal, etc., on ne peut pas dire que l'investissement bénéficie forcément au pays. Je veux dire, le discours que vous aviez eu au début et qu'on peut tout à fait comprendre, les riches font gagner la France, etc. Le problème, c'est-à-dire que ce discours qui s'est imposé dans les années 1980 pouvait avoir de la plausibilité sans doute à l'époque, mais aujourd'hui on s'aperçoit qu'avec l'explosion des possibilités d'évitement fiscal, la baisse très forte du patriotisme économique chez les grandes fortunes françaises avec les délocalisations, etc., que les intérêts de ces plus riches et les intérêts collectifs français ont eu tendance à diverger. L'importance, ce n'est pas de taper sur les riches, bien sûr, mais c'est de refaire converger ces intérêts pour que les riches en France se sentent plus tenus par les intérêts collectifs de la France. Il faut baisser les taxes, et s'ils vont ailleurs, c'est qu'ils sont trop taxés en France, c'est tout simplement ça. Sinon, ils n'iraient pas ailleurs. Donc ce n'est jamais leur faute. Sandra, ils resteraient ici. Une auditrice veut intervenir, Sandra. Bonjour Sandra. Oui, bonjour Jean-Jacques, bonjour Benjamin et Nicolas. Bon, qu'est-ce que vous vouliez dire, Sandra? Bonjour. Alors moi, ce que je voulais vous dire, c'est que je pense que de prendre l'argent des riches pour les donner aux pauvres en mode Robin des Bois, si ça avait marché depuis le temps, on le saurait déjà. Par contre, donner l'opportunité à des gens, justement leur apprendre plutôt à pêcher plutôt que de leur donner du poisson, là je pense que ce serait bien. Seulement le problème, c'est que par exemple en France, moi je suis auto-entreprise également, on est déjà taxé en tant que micro-entreprise, c'est catastrophique. Donc il faudrait nous laisser respirer, nous donner l'opportunité de nous enrichir. Oui. Sandra, vous faites pas partie des très riches. Pas du tout. Pas du tout, au contraire, pas du tout. Je vous dis plutôt moyen. Mais là lorsqu'on parle des très riches, on parle des très riches. Hein. On parle pas. Oui, mais j'ai bien compris. Mais je ne pense pas, Jean-Jacques, honnêtement, que ce soit forcément une solution. Mais je comprends. Après qu'on les stimule, ces personnes milliardaires, et qu'on les implique dans des projets justement pour sauver le monde, etc. Oui, peut-être. Mais les taxer, rajouter une taxe, je pense pas franchement que ça va honnêtement arranger les choses dans ce monde-là. Tout dépend comment, c'est toujours pareil, tout dépend comment l'argent de cette taxe est utilisé aussi. Non mais contrainte, vous savez, Monsieur Bourdin, je pense que c'est pas sous la contrainte qu'on va y arriver dans ce monde. Franchement, honnêtement, plutôt apprenons aux gens à pêcher et donnons-leur la possibilité de s'enrichir en valorisant le travail, en valorisant l'entreprise, la prise en main de soi-même et de créer son propre emploi, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, c'est sûrement pas en taxant les plus riches qu'on va réussir à régler tous les problèmes de pauvreté qu'on a dans notre monde. Benjamin Brice, vous voulez répondre à Sandra? Je ne suis pas forcément en désaccord avec ce que dit Sandra, et effectivement je comprends que la question des taxes puisse faire peur, etc. Là c'est plus une question d'équité, c'est-à-dire nous avons des taxes en France pour des raisons qui sont compréhensibles, de financement des services publics, financement de la solidarité nationale, etc. Social. Il faut et il est légitime que l'imposition soit progressive tout en haut de l'échelle sociale et pas régressive. Il ne s'agit pas d'ajouter des taxes, mais que les personnes les plus riches, et là on parle des milliardaires, payent leur juste poids de taxes. Mais d'une manière plus générale, je crois que nous avons intérêt effectivement à responsabiliser au maximum les personnes, tout le monde dans le pays, mais notamment les personnes les plus riches, à qui on a sans doute trop dit dans les dernières décennies. Allez dans la mondialisation, soumettez-vous à la concurrence internationale et faites le maximum pour vous enrichir vous-même. En oubliant que ce qui était bon pour la mondialisation ou pour l'économie globale n'était pas forcément bon pour l'économie nationale. On l'a vu avec les délocalisations. On le voit aujourd'hui avec l'évitement fiscal, etc. Donc c'est plutôt une responsabilisation de tous les citoyens dans le pays, du bas en haut de l'échelle, pour, disons, affronter les immenses défis que nous avons devant nous, la guerre, l'écologie, les inégalités sociales, et ainsi de suite. Tout dépend de l'utilisation de l'argent, Nicolas Lecossin. On est champion du monde des dépenses publiques, sociales, prélèvements obligatoires, et ça ne marche pas. On est champion du monde.
Ça ne marche pas. N'exagérons rien non plus. On est soigné. On est en train de parler de plus de taxes. Je me méfie du discours qui dit que rien ne marche. C'est faux. Je suis d'accord avec vous. Les hôpitaux fonctionnent, même s'il y a d'énormes difficultés parfois dans des services d'urgence. Les écoles sont ouvertes. Non, mais même si on manque de professeurs, parfois il y a de la police et de la gendarmerie dans nos rues et dans nos campagnes. Même si les missions de l'État... oui, bon. Mais quand on est champion du monde, on devrait être les meilleurs. Ouais. Comme au foot, je suis désolé, on devrait être les meilleurs. Donc en tout, je dis bien en tout, on est loin d'être les meilleurs, loin de là. Donc c'est ça le problème. Et on est en train de parler de plus de taxes alors qu'on est déjà champion du monde. Qu'est-ce qu'on peut faire plus? Sandra a raison. Nous sommes champions du monde si on prend, le système des retraites qui est public en France et qui n'est pas public dans d'autres pays. En gros, la première dépense dans les dépenses publiques, ce sont les dépenses de retraite, qui sont en fait une sorte d'assurance obligatoire. Vous êtes favorable à la capitalisation alors? Une part de capitalisation? Je serais favorable à ce qu'on mette ça de côté, en tout cas quand on réfléchit en termes de dépenses publiques, parce que selon on touche, ce qu'on a mis, c'est quelque chose de contributif, donc il n'y a pas de raison de prendre ça comme les dépenses publiques en général. Quand c'est les couples très riches des beaux quartiers de Paris, c'est aussi le financement de la retraite et aussi des dépenses publiques. Donc on regroupe des choses qui n'ont rien à voir. Si on prend, parce qu'on parlait de ça, des services publics, parce que les services publics en France se dégradent, et je pense qu'on sera tous d'accord. Les services publics en France, ce ne sont en fait que 18 points de PIB. Ce sont les dépenses de fonctionnement. C'est-à-dire, on parle toujours de 50 ou 60 points de PIB. Les 18 points de PIB, c'est ce qui finance toutes les rémunérations de toute la fonction publique et tout ce dont ils ont besoin pour travailler. Ces 18 points de PIB, c'est aujourd'hui. En 1980, à la fin du mandat de Valéry Giscard d'Estaing, on était à combien ? 18 points de PIB. Ça n'a pas augmenté en plus de 40 ans. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? La population a vieilli, plus de besoins en santé. Nous mettons de plus en plus de jeunes avec le bac et des études supérieures. Les besoins ont augmenté. Nous nous retrouvons dans une situation où les dépenses en part de PIB n'augmentent pas les dépenses de fonctionnement dans les services publics, alors qu'à côté de ça, nos besoins augmentent. Le résultat, il est clair, une dégradation des services publics. Alors où va l'argent? C'est une démonstration intéressante, non? Non, mais où va l'argent alors? On peut se demander où va l'argent. Mais l'argent, c'est très clair. Si on est des champions, on est plus de la moitié de la richesse du pays confisquée par l'État. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans les 40 dernières années? Pourquoi les dépenses publiques ont augmenté? Parce qu'on a gaspillé? Non, parce qu'on a jeté l'argent par les fenêtres. On veut taxer encore plus. Mais le principal budget, ce sont les retraites. Pourquoi les retraites ont augmenté en 40 ans? L'éducation nationale a un gros budget. Regardez les résultats PISA. Le budget de l'éducation nationale n'est pas en augmentation. Les hôpitaux, c'est le premier budget en Europe avec l'Allemagne. Les hôpitaux, regardez les résultats. Non, on gaspille l'argent. Non. Si, on gaspille l'argent. On jette l'argent par les fenêtres. Où va l'argent alors? Mais l'argent, il n'est pas là. C'est ça que j'essaie de vous dire. C'est-à-dire que si on prend les dépenses de fonctionnement, donc les services publics, ça n'a pas augmenté depuis 40 ans. On est à 58%. Bien, messieurs, c'est très intéressant, mais malheureusement, il faut s'arrêter. J'en suis désolé, mais c'était très intéressant, vraiment. Ça nous permet de réfléchir, dans tous les cas. 9h57. Merci à tous les deux. Je rappelle votre livre, Benjamin Brice, L'impasse de la compétitivité, les liens qui libèrent. Dans un instant, après les infos, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman reçoivent Quentin Bataillon, qui est député Renaissance, président de la commission d'enquête sur l'attribution des fréquences télé. Ça, c'est très intéressant. Allez, à tout de suite. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.